Pourquoi donc il y a autant de carbone dans l'océan? On va voir les différents réservoirs qui constituent ce stock de carbone dans l'océan, avec d'abord des réservoirs d'origine biologique. Et pour commencer, on va regarder d'abord le carbone organique. Le carbone organique, en fait, c'est le carbone qui constitue tous les tissus des organismes, qu'ils soient vivants ou morts. C'est des chaînes de carbone, des chaînes carbonées qui sont en fait liées aux tissus des organismes, donc des protéines, des sucres comme les carbohydrates, des lipides, des acides aminés. Et dans ce carbone organique, eh bien, c'est un carbone qui est autochtone, c'est-à-dire qu'il a été produit dans l'océan par la photosynthèse. On va parler de ce carbone produit par photosynthèse, par le phytoplancton et qui va ensuite se répercuter sur le zooplancton. On parle de carbone organique particulière lorsqu'il est de taille associé à des particules de taille supérieure à 0,2 ou 0,4 microns. On a ensuite un carbone organique dissous qui est le DOC, donc carbone organique dissous, dissolved organic carbone en anglais, qui est constitué de molécules donc, qui sont disséminées dans des particules beaucoup plus petites ou sous forme dissoute, donc inférieures à 0,2 ou 0,4 microns. Et ce DOC est le plus souvent issu de la décomposition de la matière organique particulière. Quand vous êtes dans un carbone organique particulière, celui-ci va pouvoir être soumis à la gravité, avec ici vous voyez un export qui est indiqué, tandis que le carbone organique dissous, comme il est par définition dissous, il va ensuite suivre les mouvements des masses d'eau. Alors il n'y a pas que du carbone organique d'origine autochtone dans l'océan, on a également du carbone organique d'origine alloctone, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur de l'océan et qui se retrouve dans l'océan. Donc ce carbone organique d'origine alloctone, eh bien, il peut être d'origine naturelle, comme par exemple la lignine des végétaux continentaux qui va être transportée par les fleuves et arriver en zone côtière. Il y a également des lipides, des composés organiques volatiles qui sont émis naturellement par les végétaux et qui vont pouvoir se retrouver également dans l'océan. On a également ce qu'on appelle du black carbone, donc du carbone suie, qui est issu de la combustion, donc soit de manière naturelle par des feux de forêt ou des feux de forêt d'origine anthropique, mais aussi bien sûr du carbone suie qui est issu de la combustion des énergies fossiles, notamment le charbon, qui vont se retrouver dans l'océan, c'est du carbone organique. Et on a bien sûr du carbone organique d'origine complètement artificielle, complètement anthropiques et dont on parle de plus en plus, qui sont les plastiques et les microplastiques. Donc je vous ai défini ce carbone organique particulière comme étant ses tailles supérieures à 0,2 ou 0,4 microns et le carbone organique dissous qui est lui inférieur à 0,2 ou 0,4 microns. Si on regarde ici, on va comparer des stocks de carbone organique. Vous avez ici ces stocks qui sont donc en gigatonnes, en milliards de tonnes, la même unité que ce qu'on a vu pour le schéma de synthèse du GIEC. Et attention, nous sommes ici sur une échelle logarithmique avec ici un facteur donc de 1, 10, 100 ou 1000 gigatonnes de carbone. Vous voyez que le carbone organique particulière dans l'océan, c'est un stock relativement petit, c'est-à-dire on va pouvoir assimiler ce carbone organique particulière en première approximation à la biomasse du plancton marin, que ce soit du phytoplancton ou du zooplancton. Ce n'est pas exactement ça, mais pour cette vidéo, on va pouvoir considérer que c'est ça qui représente ce POC et ce stock de 3 milliards de tonnes de carbone organique. Donc la biomasse finalement de l'océan. Et si vous la comparez à la biomasse sur les continents, vous voyez que la biomasse océanique est très très faible, 3 par rapport à 450 gigatonnes de carbone sur les continents. Donc c'est essentiellement la biomasse des végétaux continentaux, des forêts, des plantes que vous trouvez sur les continents. Donc on a beaucoup plus de biomasse sur les continents que dans l'océan. En revanche, regardez dans l'océan, un stock qui est bien plus important que la biomasse continentale, c'est ce fameux carbone organique dissous qui est de 700 gigatonnes, donc 1,5 fois plus de carbone organique dissous dans l'océan que l'ensemble des végétaux sur les continents. C'est donc un stock quand même vraiment très important. Alors, quand on
compare ces chiffres, comment ils sont effectivement montrés dans le rapport du GIEC et dans cet extrait du schéma du GIEC. Vous voyez ici les 3 milliards de tonnes de POC que je vous ai introduit juste dans la diapo précédente et vous pouvez les comparer ici aux 700 milliards de tonnes de DOC également dans la diapo précédente. De quoi est constitué en fait plus précisément ce carbone organique? En fait, c'est des molécules organiques dans l'océan. Vous avez ici quelques exemples, la chlorophylle, bien sûr, le cholestérol ou le bêta-carotène, qui est un pigment. En fait, il y a une infinité de molécules de spéciation chimique de carbone organique dans l'océan. Et dans ce qui suit, on ne va pas pouvoir les différencier toutes. Vous avez ici juste 3 exemples. Donc, c'est une spéciation chimique vraiment très, très variée et presque infinie. En revanche, on va beaucoup insister sur la différence de spéciation physique, donc c'est-à-dire la forme particulière ou la forme dissoute, avec cet aspect lié au fait que la forme particulière va être soumise à des aspects de gravité, de sédimentation, tandis que la forme dissoute va, elle, suivre la circulation des masses d'eau. Alors, la deuxième catégorie de carbone d'origine biologique dans l'océan, mais qui n'est pas organique, ce sont les biocarbonates. Qu'est-ce que c'est que les biocarbonates? C'est essentiellement du carbonate de calcium, donc CaCO3 en formule chimique. En fait, ce carbonate de calcium dans l'océan, lorsqu'il est dans la colonne d'eau, on va le définir comme étant le PIC, le Particulate Inorganic Carbon, donc le carbone inorganique particulière. Il est constitué par des organismes donc planctoniques, que ce soit des organismes phytoplanctoniques, comme ici un exemple de différentes espèces de coccolithophoridés, qui forment donc ces petits squelettes, on parle parfois de tests en carbonate de calcium, et également de foraminifères, qui sont eux des organismes hétérotrophes, donc du zooplancton, où vous avez ici une image également au microscope électronique à balayage d'un test de foraminifère, et ici au microscope optique d'un foraminifère vivant avec la matière organique qui est à l'intérieur, mais tout ce que vous voyez en transparent ici, c'est le squelette carbonaté CaCO3. Donc ça, c'est du zooplancton, c'est pour ça que les échelles sont plus grandes. Vous voyez que les foraminifères sont plus gros que du phytoplancton ici, avec une échelle presque d'un facteur 10 entre des cellules. Ce sont chaque fois des organismes unicellulaires, mais les coccolithophoridés, phytoplancton, sont plus petits que les foraminifères qui sont du zooplancton. On peut avoir également des foraminifères qui sont benthiques, qui sont plus rares. Et évidemment, quand ils sont benthiques, ils ne sont pas dans la colonne d'eau, ils ne forment pas le carbone inorganique particulière. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce PIC qui est constitutif d'un stock de carbone dans l'océan qu'on va un petit peu détailler. Vous avez ici, on reprend toujours cette cellule-là, et en fait, le PIC, la quantité de carbone inorganique particulière dans l'océan, en termes de stock, c'est tout petit. C'est inférieur à 0,03 milliards de tonnes de carbone et on l'a rajouté, il n'était même pas indiqué dans le rapport du GIEC du fait de ce stock qui est très très faible. En revanche, il est important parce qu'il va alimenter les sédiments, le stock de sédiments carbonatés dans l'océan, qui est considéré comme étant à environ 1750 milliards de tonnes de carbone. Encore une fois, ici, c'est un stock tel que le GIEC l'estime comme étant potentiellement mobilisable et réactif à une échelle pluridécennale à pluriséculaire. Ce n'est pas le stock absolu de carbonate de calcium dans les sédiments, mais vous voyez, c'est un stock quand même qui est important. Alors, c'est quoi donc ces sédiments? Vous voyez ici des photos de prélèvements de sédiments dans l'océan, avec donc parfois des carbonates qui peuvent être associés à ces sédiments. Les sédiments contiennent également de la matière organique, mais cette teneur en matière organique est très faible parce que cette matière organique va être respirée par des organismes benthiques et les bactéries qui sont dans les sédiments. Lorsque un sédiment contient plus de 30% d'un type de biominéral, donc ici des minéraux carbonatés, du carbonate de calcium, eh bien, on va parler de boue calcaire.
donc quand ces sédiments sont constitués à plus de 30% de minéraux carbonatés. Et on va pouvoir parfois préciser, quand ce sont les foraminifères planctoniques qui ont sédimenté, qui dominent ce calcaire, on va parler de boue à foraminifères. Et quand ce sont les coccolithophoridés, on va parler de boue à coccolithophoridés. Alors, à l'échelle géologique, ces sédiments, eh bien, ils vont former des calcaires, lorsqu'ensuite ces sédiments vont être retransformés et vont se retrouver en dehors, hors de l'océan. Et vous avez ici les fameuses falaises d'Étretat qui sont constituées de craie. Et la craie, qu'est-ce que c'est? La craie, c'est des roches sédimentaires calcaires issues de la sédimentation des coccolithophoridés. Je voudrais juste revenir sur le cycle du carbone pour vous dire que donc, ce stock de carbonate de calcium dans les sédiments de 1750 milliards de tonnes, il est donc alimenté par un flux qui est de l'ordre de 0,2 milliards de tonnes par an. En fait, dans ce flux, il y a un petit peu de carbone organique, à peu près la moitié, et l'autre moitié, c'est du PIC qui a sédimenté, du carbone inorganique particulaire. Mais comme je vous l'ai dit, le carbone organique va être reminéralisé, il ne va pas être stocké ou très peu dans les sédiments. Et donc ce petit flux ici, qui est pour 50% à peu près du pic, va alimenter ce réservoir-là. On verra que ça a une importance par rapport au changement anthropique dans une autre vidéo. Nous regardons maintenant, et on va brièvement l'introduire parce que ça va faire l'objet de manière plus détaillée de la prochaine vidéo. Nous regardons le stock de DIC qui est dans l'hydrosphère, en fait, donc qui est le carbone inorganique dissous, dissolved inorganic carbone dans l'océan. Ce stock est gigantesque puisque c'est celui constitué par ces 37 000 milliards de tonnes dans l'océan profond intermédiaire et des 900 milliards de tonnes dans l'océan de surface, donc 38 000 milliards de tonnes de carbone dans l'océan sont constitués du DIC. C'est de loin le plus gros stock à carbone de l'océan et on va pouvoir le détailler dans la vidéo qui suit. Ce qui est important de retenir pour tout ce qui est dissous, en fait, c'est qu'on va avoir des processus ou les relations entre le dissous et le particulaire, c'est qu'on va avoir des processus qui vont être au niveau des échelles de temps qui vont être en fonction de la profondeur à laquelle on se situe. Lorsque vous êtes dans l'océan de surface, on a dit sur les plus ou moins 50 premiers mètres ou les plus ou moins 100 premiers mètres, cet océan est directement en interaction avec l'atmosphère et on va avoir une échelle temporelle qui va être saisonnière, notamment avec une saisonnalité de la photosynthèse et de la respiration et des échanges avec la convection hivernale avec les couches inférieures. Donc on va avoir une échelle qui va de l'échelle saisonnière à annuelle. Quand vous regardez les eaux qui sont en subsurface, on parle d'eau modale, les mode water ou les eaux de mode, entre on va dire 150 et 500 mètres. Eh bien, c'est une circulation de ces eaux qui va être de l'ordre de la décennie dans l'océan. Donc, elles vont enregistrer des processus qui sont cumulés sur cette échelle de temps. Si vous regardez ensuite sur les eaux plus profondes, avec les eaux intermédiaires qui vont maximum jusqu'à de quelques centaines de mètres à 1500 mètres de profondeur, on a des processus qui sont cumulés et une circulation et des processus biogéochimiques qui sont cumulés sur des échelles plutôt de l'ordre du siècle. Et enfin, les eaux profondes entre 2000 et 4000 mètres et les eaux de fond qui tapissent les océans au-delà de 4000 mètres, ça va être des échelles de temps qui sont pluriséculaires et qui peuvent aller jusqu'à 1000 à 2000 ans qui sont liées à cette échelle de temps de la circulation thermohaline. Donc c'est important de garder en mémoire que dans l'océan, en fait, on va enregistrer des processus très rapides en surface et de moins en moins rapides en fonction de la profondeur. Alors, vous voyez ici ces échelles de temps, comme on les a indiquées, qui sont présentées ici avec l'océan profond. Évidemment, dans les sédiments, on a des enregistrements qui se font à l'échelle géologique qui peuvent dépasser largement les 10 000 ans. Et il y a deux processus importants qu'on va préciser dans les diaporamas et les vidéos qui vont suivre. C'est les échanges de gaz et qui sont liés
à la pompe de solubilité qui est ici indiquée en bleu. Donc les échanges de CO2 d'un point de vue physico-chimique entre l'atmosphère où on a notre stock de CO2, de gaz à effet de serre, et l'océan où on a un stock beaucoup plus important. Et on a également un processus biologique lié au cycle du carbone dans l'océan qui est lié au processus de photosynthèse en surface qui pompe du CO2 et de respiration plus en profondeur mais également en surface qui va relâcher ce CO2 et c'est la pompe à carbone biologique qu'on expliquera.